Deux adolescentes. Elles étaient meilleures amies, maintenant elles sont mortes. Elles ont été tuées en rentrant chez elles à vélo électrique après un événement scolaire. Un conducteur en fuite les a percutées, mais a ensuite été arrêté. Et il semble que cette histoire soit bien plus qu'un simple délit de fuite. Les voisins et les membres de la famille ne restent pas silencieux. Ils disent que ces filles ont été prises pour cible, qu'elles ont été traquées et tuées par un garçon qui était obsédé par l'une d'elles. Et même si elles ont essayé de se protéger pendant des semaines et qu'elles disent avoir contacté les forces de l'ordre avant cet accident, rien n'a été fait pour sauver leur vie. Nous suivons l'affaire présentée par Law on Crime. Je suis Chris Stewart. Toute histoire où quelqu'un perd la vie, et dans ce cas deux personnes qui étaient à peine adolescentes, c'est incroyablement tragique. Mais ce qui rend cela encore plus choquant, c'est le fait qu'il s'agissait apparemment d'une attaque ciblée. C'est du moins ce qu'affirment la famille et les voisins des victimes. Voici les victimes, Marianne Otis et Isabelle Salas, deux meilleures amies de 17 ans. Elles rentraient ensemble à vélo électrique chez elles à Cranford, au nord du New Jersey, près de New York. Cela a eu lieu mardi, vers 17h30 selon la police. WPIX a filmé la scène du crime depuis leur hélicoptère. Les filles atterrent sur Burnside Avenue. C'est une rue de banlieue typique en dehors de la ville. Les filles descendaient en la rue à vélo quand une Jeep Compass noire les a percutées. La police indique que le conducteur a fui. Voici une photo du véhicule. Image diffusée par le bureau du procureur du comté d'Union lors de la recherche du conducteur. Peu après la révélation de l'affaire, deux jeunes filles ont pris la parole publiquement. Les voisins ont rendu public ce qu'ils disent s'être réellement passé. Qu'il s'agissait d'une attaque ciblée par un garçon qui aurait prétendument harcelé Marianne Otis. Voici maintenant ce que l'oncle de Maria a publié sur Facebook en disant, je cite, « Ma belle nièce de 17 ans a été tuée. » Il a affirmé que le suspect l'avait suivie et harcelé chez elle pendant des mois. Ils assurent avoir alerté la police plusieurs fois. Il a qualifié le suspect de psychopathe et espère que la loi fera désormais son travail. Il précise aussi que le suspect espionnait sa nièce depuis un parc près de chez eux et surveillait tous ses gestes. Il souhaite que le suspect aille en enfer. Les voisins de la ville de Maria ont aussi exprimé leurs inquiétudes concernant ce prétendu harceleur. Il semble que tout le monde savait ce qui se passait impliquant prétendument Maria et ce garçon. Il est possible, selon la chaîne de télévision Bobowetin BC, que Maria ait eu une relation avec ce garçon et que cela soit potentiellement lié à une rupture ou à une sorte de dispute. Lors de l'enregistrement, les procureurs du comté d'Union n'avaient pas identifié le suspect, seulement qu'il a 17 ans. Voici le communiqué de presse qu'ils ont publié hier pour annoncer son arrestation. Le suspect fait désormais face à deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le nom du suspect n'a pas encore été révélé et nous attendons d'en apprendre davantage. Mais dès que cette histoire est devenue publique et que les rumeurs ont commencé à circuler, et souvenez-vous, beaucoup de gens dans ce quartier semblent savoir exactement qui est ce garçon. Nous ne divulguerons pas son nom avant les procureurs. Mais le chef de la police de Westfield, New Jersey, a reçu l'information. Il s'appelle Chris Bataloro et il s'est exprimé publiquement sur Facebook avec cette déclaration, ce qui est très inhabituel dans ce genre d'affaires, mais cela montre peut-être à quel point il y a de la colère dans ces communautés face à ce qui se serait passé. Maintenant, cette déclaration sur la page Facebook officielle de la ville dit, je cite, « Bien que les réseaux sociaux aient fait savoir que l'accusé est lié à moi, il n'est pas mon fils et il ne fait pas partie de ma famille proche. Je veux être clair aussi fort et aussi fermement que possible que ni ma femme, ni mes enfants, ni moi-même ne cautionnons, ne défendons ou n'excusons en aucune façon les actes qui ont causé cette perte de vie terrible et tragique. » Il a déclaré qu'il était resté silencieux ces derniers jours jusqu'à ce que des accusations soient portées contre le suspect, qu'il ne nomme pas. Il est difficile d'imaginer ce que traversent les familles de ces victimes. Voici une photo publiée par la famille d'Isabella. C'était il y a seulement quelques jours. Leur fille était au volant, en train d'apprendre à conduire comme tant d'adolescents le font. Sa mère a écrit un moment comme celui-ci. L'avis de décès de Maria indique qu'elle est née en Grèce et qu'elle a déménagé aux États-Unis. Elle allait au lycée dans la ville de Cranford, dans le New Jersey. Et une fois diplômée, elle prévoyait de commencer une carrière dans la cosmétologie. Une cagnotte GoFundMe, lancée cette semaine pour les filles, a déjà récolté plus de 130 000 $. Rejoignez-nous pour discuter avec Tom Smith, ex-détective du New York Police Department et co-animateur du podcast Gold Shields.
C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. C'est vraiment une histoire très triste ici. Le suspect, âgé de 17 ans lors de cet enregistrement, reste anonyme. Il est accusé de 2 meurtres au premier degré. Et je sais que cela varie d'un État à l'autre, mais dans le New Jersey, qu'est-ce que cela vous dit sur l'affaire contre lui? Oh, cela montre sans doute la préméditation par le fait de l'avoir traqué, observé et planifié, car quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu dans leur monde. Et c'est exactement comme tu l'as dit, Chris, une affaire absolument et extrêmement triste, quelque chose qui aurait probablement pu être évité et qui se termine par la mort de ces 2 jeunes filles. Dès que cette histoire a éclaté, même sans préméditation, et même s'il ne s'agissait que d'un délit de fuite, cela resterait tragique à cause de la perte de ces 2 jeunes filles qui rentraient chez elles après un événement scolaire à vélo et électrique. Mais il semble qu'il y ait eu un problème et que le quartier savait qu'il l'a harcelé prétendument. Comment empêcher, et c'est difficile à dire, comment empêcher quelque chose comme ça? Mais s'il a été signalé qu'ils avaient ce problème, hein, je veux dire, ce n'est pas comme s'il avait une arme à feu, vous voyez, et là, une loi pourrait empêcher ça. Je veux dire, s'il utilise sa voiture, hein, soi-disant, pour faire ça, comment peut-on empêcher quelque chose comme ça? Oui, il faut beaucoup d'implication des parents et de la famille en appelant continuellement la police, en les faisant venir sur place et en les impliquant. Et une éventuelle ordonnance restrictive est toujours, vous savez, un moyen de dissuasion, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution, parce que pour les mauvais garçons, ce n'est qu'un morceau de papier. S'ils sont vraiment déterminés, ils ne verront pas l'ordonnance restrictive comme un obstacle sérieux. Mais c'est absolument un outil qui peut être utilisé, mais c'est juste une présence policière continue en rendant visite au domicile de ce gamin et en lui faisant comprendre qu'il fait quelque chose d'illégal et qu'il va, vous savez, finir en prison pour ça. Vous savez, et c'est là que les parents doivent s'impliquer dans la vie de leurs enfants quand quelque chose comme ça arrive. Et le «oh, ils peuvent gérer ça» doit être mis de côté. Oui, et il semble, je sais qu'on a parlé de beaucoup d'histoires. Je veux dire, ce garçon a 17 ans. Il fait maintenant face à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Je veux dire, évidemment, il a prétendument pris 2 vies. Mais vous savez, pour lui, je pense à une punition s'il est jugé comme un adulte. Il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Qu'est-ce qui entre en jeu dans cette décision? Parce que je sais qu'au départ, son nom n'est pas divulgué parce qu'il a 17 ans. Quels critères déterminent s'il sera jugé comme adulte? Eh bien, s'il a 17 ans et aux yeux de la loi, c'est un adulte. Donc, il n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau-là, peu importe ce qu'il a fait. Et quand il s'agit d'une affaire de meurtre, il sera certainement poursuivi comme un adulte. Et je pense juste à cette scène et beaucoup de choses sont incroyablement morbides. Mais je veux dire, lorsque vous rassemblez des preuves d'une scène comme celle-ci qui s'est déroulée dans cette rue, quels sont les éléments importants dont les forces de l'ordre ont besoin pour constituer un dossier contre ce jeune de 17 ans? Eh bien, il y a beaucoup de choses, Chris, et je vais un peu passer en revue chacune d'elles et ce qu'elles signifient. D'abord, il faut enquêter sur la scène de l'accident, relever les traces de dérapage et de freinage pour déterminer s'il y a eu tentative d'éviter la collision. Les images des caméras, tout le monde a une caméra ring sur sa maison. Donc, vous allez rassembler plusieurs vidéos qui vont montrer cet événement dramatique sous différents angles, de différents points de vue. Et ensuite, vous allez passer aux interviews et interroger des personnes qui étaient peut-être présentes, parler des actions de la voiture, de ce qui s'est passé après. Vous savez, et puis bien sûr, vous allez approfondir l'enquête de fond sur le passé de ces 2 individus et sur la nature de leur relation. Mais sur les lieux, c'est très graphique et c'est une enquête continue, vous savez, avec ces événements et ces éléments qui sont simplement exposés. Oui, je ne peux même pas imaginer. Ils ont sûrement la voiture, car le suspect est en garde à vue. Je crois que c'est une Jeep Compass. Qu'est-ce que ce véhicule lui-même vous dit en tant qu'enquêteur? Eh bien, les dégâts sur le véhicule, la présence d'un système de positionnement global, l'emplacement, la durée passée sur place et la destination ensuite sont des éléments importants. Mais les dégâts sur la voiture vont jouer un rôle là-dedans, quelles parties ont été endommagées. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est plutôt la scène elle-même qui va être prise en compte ici, avec les traces de dérapage, les marques de freinage et tout ce genre de choses qui vont vraiment jouer un rôle dans cette affaire.
Et puis, quand il s'agit de la préméditation, et on l'a vu avec tellement de ces suspects, il y a un historique numérique, surtout quand ils ont 17 ans. Nombre de ces jeunes passent leur vie sur ordinateur et en ligne. Comment faites-vous pour essayer de reconstituer qui il est à partir de ce à quoi pourrait ressembler une empreinte numérique? Oui, vous allez remonter à l'envers. Vous allez partir de la date de cet événement et simplement remonter continuellement dans ses comptes de réseaux sociaux, ainsi que ceux d'elle et très probablement ceux de leurs amis aussi, pour voir ce réseau de communication et ce qui a été dit. Mais vous allez remonter à l'envers et vous allez continuer, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à trouver. Comme vous l'avez dit, ces jeunes aujourd'hui, surtout à 17 ans, communiquent sans cesse entre eux sur ce qui se passe dans leur vie et sur un grand nombre de plateformes différentes qu'ils utilisent. Donc tout cela va jouer un rôle dans cette affaire en ce qui concerne la préméditation et les relations entre ces personnes. Apparemment, il avait une attirance pour cette fille, Maria, qui est l'une des victimes. Nous ne savons pas exactement, vous savez, s'ils étaient petits amis et petites amies, ni depuis combien de temps ils avaient une relation, mais ils se connaissaient dans une certaine mesure et il avait apparemment une attirance pour elle. Et vous savez, je pense simplement que, vous savez, des vies aussi jeunes ont été ruinées dans cette histoire. J'imagine que d'après votre expérience dans ce domaine, je veux dire, à quelle fréquence ces émotions adolescentes, l'amour et tout ça, ressortent et se terminent, franchement, de façon aussi horrible que celle-ci. Oui, peut-être pas à ce point, mais vous avez déjà géré des cas de relations, de harcèlement et de difficultés à tourner la page après une rupture. Il faut se rappeler qu'ils ont 17 ans, ils ignorent encore ce que sont les relations et l'amour et comment les gérer. Et ils se retrouvent embarqués, tentant d'agir en adulte dans un monde adulte, mais n'acceptent pas que quelque chose ne fonctionne pas pour eux. C'est là que réside le problème, surtout quand il s'agit d'enfants et d'adolescents impliqués dans des relations de ce genre. Quel est le seuil légal pour le harcèlement criminel? Donc, s'il est garé, il a été signalé, des voisins ont dit qu'il restait devant la maison plusieurs nuits, même des semaines, peut-être plus. Mais en même temps, je veux dire, c'est un pays libre. On peut aller où on veut, vous savez, peut-être qu'il aime juste se garer dans cette rue. Ça pourrait être l'argument qu'un avocat de la défense avancerait. À partir de quel seuil un comportement est-il légalement qualifié de harcèlement? Ça va être beaucoup. Ça va être le cas. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir interroger la victime dans cette affaire, mais vous allez devoir interroger les parents et leur poser des questions sur les conversations qui ont eu lieu. À quel point cette fille craignait-elle ce gars? Et comme je l'ai dit, vous allez aussi interroger leurs amis à l'école ainsi que leurs professeurs. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'aussi évident qui montrait que cette fille avait tellement peur d'être autour de lui ou près de lui? Vous savez, cela va jouer un rôle majeur dans l'accusation de harcèlement. Et bien sûr, comme nous venons de le dire, l'empreinte numérique. Qu'est-ce qui a été dit dans ces messages textes? Est-ce qu'il y avait des menaces de sa part? Vous voyez, et comment a-t-elle réagi à cela? Donc tout cela s'ajoute lorsqu'il s'agit de constituer un dossier de harcèlement. Comment faites-vous pour accéder, disons qu'il y avait un compte Instagram et que ce compte a été supprimé pour le public, mais pour obtenir réellement ces informations, découvrir quel aurait été son pseudo? Comment procèdent les forces de l'ordre? Oui, vous allez exécuter un mandat de perquisition et demander la coopération d'Instagram, Google ou toute autre plateforme concernée. Et vous allez leur envoyer un mandat de perquisition concernant les comptes spécifiques des personnes que vous souhaitez examiner. Malheureusement, couvrir des crimes rappelle mon expérience dans les informations locales. Souvent, sur place, personne ne veut parler aux journalistes avec un micro. Dans ce cas, il semblait que tout le quartier était prêt à aller dire aux médias locaux que ce n'était pas simplement un délit de fuite ordinaire. C'était bien plus que ça. Et tout le monde semblait aussi connaître l'histoire de ce qui est allégué. Je dirais que la police n'a pas encore confirmé grand-chose, mais cette histoire a déjà été rendue publique. Qu'est-ce que cela vous dit sur la volonté de cette communauté et sur la conscience qu'elle a de ce qu'elle considère comme bien plus qu'un simple délit de fuite ordinaire? Oui, vous savez quoi? C'est une communauté dans laquelle on a envie de vivre parce que ses membres veillent les uns sur les autres et sont conscients de ce qui se passe. La question, c'est qui a fait quelque chose à ce sujet? C'est ça, vous voyez. C'est bien que tout le monde se soit manifesté après les faits en disant je savais ceci, je savais cela, je savais cela. Mais qu'ont-ils fait avant pour attirer l'attention de la police locale ou de l'école ou quoi que ce soit de ce genre afin de peut-être empêcher cela?
Je ne leur reproche rien, mais on veut juste savoir si autant de gens étaient vraiment au courant de ce harcèlement. Qu'est-ce qui a été fait à ce sujet? Et vous savez quoi? L'autre chose, c'est que ça pourrait arriver à n'importe quelle famille. Et c'est ça qui fait peur à tout le monde. C'est pourquoi tout le monde cherche à comprendre cette histoire afin d'identifier les signes avant-coureurs et drapeaux rouges dans ces relations et savoir à quoi être attentif en tant que parent. Donc je pense que tout cela entre aussi en jeu. Eh bien, je pense aussi que ce chef de la police locale d'une ville voisine, dont on disait qu'il était apparenté au suspect, ils ont le même nom de famille. Certains l'ont dit en ligne. On ne sait pas si c'est vrai, mais il voulait, enfin, il va sur la page Facebook officielle de la ville et il dit: Je ne suis absolument pas proche de cette personne. As-tu déjà vu, je suppose, as-tu déjà vu quelque chose comme ça? Parce que j'étais choqué. J'ai dû vérifier 3 fois pour m'assurer qu'il y avait bien une coche bleue à côté de ça, en voyant que cette affaire a provoqué un tel émoi dans le nord du New Jersey qu'un chef de la police essaie de s'en distancer. Oui, c'est à quel point c'est horrible, c'est à quel point c'est terrifiant. Quand on pense à ce qui s'est passé et à la manière violente dont ces deux jeunes filles sont mortes, je veux dire, ça touche tout le monde. Peu importe qui vous êtes, vous savez, et si vous avez quelque chose en commun avec quelqu'un impliqué là-dedans, oui, vous allez vous en éloigner autant que possible à cause de la gravité de la situation. Et enfin, malheureusement, nous avons parlé de beaucoup d'affaires impliquant de jeunes personnes qui commettent dans des actes incroyablement violents. Et je me dis qu'il a 17 ans, vous savez, et puis il y a tout un tas d'autres personnes dans cette tranche d'âge, et des gens de tous âges commettent des crimes. Je comprends, il est accusé, mais reste présumé innocent. Mais au fil du temps, avez-vous constaté, enfin, quel est le problème ici avec les jeunes quand il s'agit, je veux dire, d'un crime horrible dont il est accusé? Oui, vous savez quoi. Bon, votre supposition vaut la mienne, mais avez-vous d'autres termes ou façons de dire cela? Il y a d'autres moyens que la violence pour surmonter quelque chose ou s'en sortir. Et d'une certaine manière, vous savez, on a déjà fait des émissions ensemble, bien sûr, ces jeunes. C'est comme leur mécanisme par défaut de faire quelque chose de violent pour sortir d'une situation. Et ce n'est pas le cas. Tu sais, va voir tes parents et parle-leur. Hey, j'ai du mal avec ça. Un professeur, un coach, un mentor, un frère ou une sœur, peu importe qui, juste pour parler au lieu d'agir. Tu sais, les actions prennent le dessus beaucoup trop facilement dans ces cas-là, alors qu'une simple conversation avec un adulte ou avec quelqu'un que tu admires peut empêcher que quelque chose comme ça arrive. Et je pense que ça devrait être mis en avant davantage. Une fois le nom du suspect est connu, ce sera intéressant. Je pense simplement que c'est une question pour un procureur qui devrait préparer la défense. Mais je pense que si vous avez le véhicule, vous l'avez potentiellement lui au volant du véhicule, ce ne sera peut-être pas vraiment un mystère à résoudre. Je veux dire, quelle serait la défense pour quelque chose comme ça? Je sais que c'est à l'avocat de la défense de répondre, mais à ce stade, il semble que les enquêteurs aient un dossier solide. Oui, je veux dire, ils vont faire leur travail. Vous savez, aussi horrible que soient les affaires, les avocats de la défense ont un travail à faire et ils vont soulever certains points, peut-être la façon dont certaines preuves ont été recueillies. Vous savez, y avait-il des cas d'intimidation ou d'autres situations similaires lors des interrogatoires? Donc, l'avocat de la défense essaiera beaucoup de choses. Mais au final, vous savez, on ne peut pas échapper aux preuves. On ne peut pas échapper au fait de ce qui s'est passé. Donc, vous savez, est-ce qu'un accord de plaidoyer est en préparation, vous savez, très rapidement pour éviter ou empêcher un procès que les parents devraient traverser? Donc, vous savez, je pourrais voir une fin rapide à tout ça, mais il faudra attendre et voir comment ça se passe. Oui, je n'ose imaginer ce que vivent les parents pour que cela arrive. Nous verrons comment le procès se déroulera. Tom Smith, ex-détective du New York Police Department et co-animateur de Gold Shields. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Toujours un plaisir, Chris, merci. Nous allons suivre cette affaire de près alors que nous continuons à essayer d'apprendre le nom du suspect dans cette affaire. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.